Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre tour d'horizon du PSG après l'élimination. On va revenir sur l'avenir du club et le mercato cet été. Qu'est-ce qu'on peut globalement attendre de Luis Campos et plus globalement du PSG vis-à-vis du fair play financier pour cette vidéo. On reviendra sur les joueurs, les cibles et tout ça. Là, on va parler de la conjoncture un petit peu générale qui entoure le PSG. Avant ça, j'aimerais revenir sur ce PSG Brest remporté hier 2-1. Dans mon débrief, j'ai dit Mbappé, si c'est un joueur lambda, jamais il marque son but victorieux puisqu'il est au vestiaire pour le carton rouge qu'il doit prendre 2 minutes avant. Mais ne pas s'y méprendre, j'ai oublié de le souligner, ce rouge que Mbappé doit prendre, jamais ça aurait été le tournant du match. Pourquoi? Parce que s'il prend rouge 2 minutes avant, Lesmelou, il en prend un aussi sur Nuno Mendes, un peu avant la demi-heure de jeu. Évidemment, quand tu vois ce que Brest fait à 11 contre 11, tu les imagines à 10 contre 11 sur 60 minutes, tu te dis bien qu'il n'y a pas besoin de Mbappé à la dernière minute. Voilà, qu'on plante un but plus tôt dans le match, puisque sur cette faute où il attrape les couilles de Nuno Mendes, bien évidemment qu'il doit prendre rouge, ou du moins il doit prendre rouge si Mbappé prend rouge à la fin du match. Bref, ceci étant dit, je voulais revenir sur Mbappé. On a fait un tour d'horizon de toutes les prestations face au Bayern. Je ne me suis pas assez attardé sur Kylian, qui était donc le plan de jeu, à en devenir caricatural, parce qu'on n'a fait que de le chercher dans la profondeur, alors qu'il a quand même d'autres qualités que sa capacité à arriver lancé face aux gardiens ou face à des défenseurs. C'est quelqu'un qui peut partir en phase arrêtée, jouer sur d'autres zones du terrain, et c'est ça qui m'énerve avec lui. Bon, il fait un mauvais match, en première mi-temps, il a des ballons exploitables que lui ne bonifie pas, en seconde un petit peu moins, sur la globalité, ok, il était lancé difficilement par ses partenaires, et puis surtout, il aurait pu éviter de s'isoler en fait. Parce que pendant tout le match, il reste focus sur cette idée. Et je l'ai martelé toute la saison. Sa volonté de partir de l'extérieur pour revenir vers l'intérieur en tant qu'ailier gauche pur. C'est pour ça qu'il se plaint du pivot game. Il commence la saison en numéro 9 du 3-4-3. Ça ne lui plaît pas. Parce qu'il veut son aile gauche absolument. En octobre, on lui donne. Au final, il continue à faire ses statistiques, mais il n'en fait pas plus qu'en début de saison, où il performait en étant numéro 9. J'ai en tête un match à Lorient, début novembre, où tu as plein d'occasions pour Ekitike qu'il loupe, parce que c'est le numéro 9 ce soir, et parce que c'est Ekitike. Si Mbappé accepte de jouer numéro 9, foutre Ekitike sur le côté gauche, qui est aussi un poste qu'il apprécie, Mbappé, les occasions qu'Ekitike a ce soir-là, où c'était un match à 13h, il les met en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'à vouloir jouer ailier gauche tout le temps, il s'enlève des occasions de but qui sont vraiment de l'ordre de 2 ou 3 par match. Si en plus de ça, tu ajoutes son loupé habituel, parce que cette saison, c'est une constante, même avec l'équipe de France à la Coupe du Monde, ça commence à faire beaucoup. Moi, il m'énerve dans cette dimension-là, et contre le Bayern, en fait, ça a atteint son paroxysme, parce que lui aussi est resté un petit peu cloîtré sur son côté gauche qui était renforcé par le Bayern, alors que tu peux jouer un petit peu plus axial, tu peux décrocher, mais tu peux aussi aller à droite en fait. Pourquoi il déteste la droite? Je comprends pas. Alors que sur ce côté-là, il y a son pote Achraf Hakimi en fait. Contre le Benfica, match retour le 11 octobre au Parc des Princes, quand on fait 1-1, qu'on peine globalement à se créer des occasions, c'est lui qui marque sur un penalty. Otamendi il prend carton jaune à la 21e minute. T'es Mbappé, t'es face donc à Silva côté gauche et t'as Otamendi sur ta droite. Tu restes cloîtré, comme contre le Bayern, à gauche, alors que tu peux aller titiller l'Argentin et aller chercher un carton rouge, tout simplement. Voilà, l'infériorité numérique pour le Benfica. Au final, jamais il va chercher Otamendi. Et pareil, mercredi soir contre le Bayern, tu restes cloîtré sur ton côté gauche, alors que tu as De Ligt sur le côté droit, que tu peux mettre à mal. Voilà. C'est ça qui m'énerve avec Mbappé, c'est vraiment ce renfermer. Et alors peut-être que l'entraîneur lui demande ça, mais je pense que Mbappé est au-dessus de son entraîneur aujourd'hui. S'il veut aller à droite, il y va. Et il a fait quand même quelques compétitions très intéressantes à ce poste-là. CF, la Coupe du Monde 2018, quoi. Où il va au bout, tout simplement, en étant un joueur principal protagoniste, en fait. Unai Emery, pareil, il joue à droite.
avec Cavani en pointe et Neymar à gauche. Donc voilà pour Mbappé. Alors après, pour tous les gens qui s'excitent, il doit partir du PSG pour qu'il gagne la Ligue des Champions à Ballon d'Or. On va se détendre. Hein. Il a que 25 ans. Messi et Ronaldo ont grillé pas mal de cerveaux parce qu'ils ont mis des standards qui seront atteignables. Enfin, je ne sais pas comment. Je ne vois pas comment on peut avoir aujourd'hui des joueurs qui vont refaire des carrières à la Ronaldo en Ligue des Champions ou à la Messi plus généralement. Par exemple, les 91 buts en 2012 de Messi, le fait d'aller chercher la Coupe du Monde, la romance, Ronaldo en Ligue des Champions, les records, meilleur buteur, meilleur passeur, bref. Là, on est quand même sur des standards très très élevés. Il faut arrêter de voir le foot par le prisme de ce duo qui nous a offert, bon déjà, un duel extraordinaire et sûrement le prime, on va dire, du foot individuel, avec ces deux-là en même temps. Mais jamais on aura des joueurs qui se battront en même temps avec autant de qualité. Même si Mbappé et Haaland, on les adore, je ne crois pas qu'un jour ça atteindra ce niveau-là. Messi remporte son premier ballon d'or à 21 ans. Il y a d'autres joueurs. Zidane, 26 ans le premier ballon d'or. Sa première Ligue des Champions, 30 ans. Thierry Henry, la seule Ligue des Champions de sa carrière, il l'a à 32 ans. Et c'est avec le Barça. C'est pas avec Arsenal où il est une légende absolue. Et où il n'a jamais gagné le ballon d'or de sa carrière en fait. Donc détendons-nous un petit peu sur Mbappé. Et puis pour ceux qui diraient c'est le pompier pyromane, dans le sens où aujourd'hui la situation du club, Luis Campos, c'est lui qui l'a voulu. Donc Christophe Galtier, c'est indirectement Kylian Mbappé. Le mercato, avec une masse salariale déjantée et un budget limité, même si 150 millions, pour moi, c'est pas limité, c'est à cause de sa prolongation qui a coûté bonbon. Bon, sur la prolongation, ok, même si on n'a jamais su finalement combien il touche, et il a touché en prime à la signature. Et puis après, bon, le mercato de merde qui a été fait l'été dernier. Honnêtement, j'ai envie un petit peu de prendre la défense de Mbappé parce qu'il ne pouvait pas le prédire. Même nous, Luis Campos, il arrive au PSG avec quand même l'étiquette du meilleur scout, directeur sportif, je ne sais quoi, du monde en fait, tout simplement. C'est la réalité. On ne pouvait pas prévoir un tel échec sur son premier mercato. Même s'il y avait un facteur que j'avais cité d'ailleurs dans ma vidéo de présentation de Luis Campos, le fait qu'il recrute beaucoup de joueurs et que du coup dans le lot, il y a des flops, tout simplement, voilà, parce qu'il fait plus de quantité que de qualité. Ça c'est quelque chose qui est un facteur qui l'a suivi à Monaco, à Lille et au PSG l'été dernier, bien évidemment, parce que ici les 150 millions, on aurait préféré mettre 2 fois 75 sur 2 titulaires qui changent la face de ton équipe, plutôt que les éparpiller sur plein de joueurs qui ne changent rien. Parlons du mercato de cet été, parce que c'est très intéressant. Bon, personnellement, mon ressenti, je le dis tout de suite, j'attends pas grand-chose. Ça va être assez compliqué. Là, on a eu un papier de l'équipe cette semaine qui nous a cité plein de joueurs, Moussa Diaby, Kolo Muani, Osimhen. Alors, autant vous dire que les rumeurs de mars, après l'élimination, c'est des papiers qui sont commandités par tu sais qui pour essayer de faire passer la pilule aux supporters et essayer de ne pas s'attirer les foudres quand il faudra faire ton bilan en juin. Voilà. Bon, au final, la réalité aujourd'hui, c'est pas Osimhen, c'est pas Kolo Muani, c'est les Paredes, les Icardi, les Draxler, les Kurzawa qui vont revenir. Tu as quelque chose comme 26 joueurs sous contrat aujourd'hui. Au 1er juillet, tu en auras plus de 35. Voilà, donc déjà, ça va être la première chose à régler, tout simplement, avant de penser à tous les autres mecs. Se débarrasser de tous nos poids. Parce que Icardi à Galatasaray, je veux bien qu'il ait marqué 9 buts en Turquie. Alors, c'est cool, hein, peut-être qu'il renaît de ses cendres et que là-bas, c'est tout simplement le meilleur joueur pour eux. Mais enfin bon, la Turquie reste la Turquie. Le vouloir chez nous pour une dernière chance, je pense que ça paraît être un petit peu trop ambitieux. Et puis surtout, Galatasaray, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait. Et ils ont mis plus de 20 millions sur Zaniolo, qui s'est pété les ligaments croisés 2 fois en 2 ans. Super. Et donc, après ça, je ne les vois pas mettre plus de 10 millions sur Icardi et puis surtout, assurer son salaire. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il ne paye même pas 15% de son salaire. Hein. Nous, on prend plus de 80% des 10 millions annuels d'Icardi. Voilà la réalité. Ça va être très compliqué, malgré sa bonne saison, de le refourguer à Galatasaray. Après, peut-être qu'en Italie, on va avoir un club assez bête pour le reprendre. On va voir ça. Bon, Navas, il fait un bon prêt, mais ça, c'était logique. Kurzawa,
il est pété, ça va être impossible de s'en débarrasser, je crois que c'est les ligaments. Draxler, pareil, il s'est pété, je crois, et puis le Benfica n'avera jamais l'option. Diallo, pareil, je crois qu'il a refusé l'opération, il a voulu jouer sous infiltration, et au final, je crois qu'il y a opération, ou un truc comme ça, faut confirmer. Et... Non, ça c'est les autres. Wijnaldum, alors lui, il revient de blessure, Mourinho l'apprécie visiblement. Peut-être que la Roma pourrait lever l'option d'achat qui est de 8 ou 10 millions, je crois. Ce serait un miracle, évidemment, de s'en séparer à ce prix-là. Et puis Dagba, alors lui, je ne sais pas du tout pourquoi on l'a prolongé jusqu'en 2025 avant de le prêter à Strasbourg, où il fait une saison très compliquée puisqu'il s'est pété 2 fois, et où je pense il va revenir tout simplement. Donc voilà, pour cet été, ça va être très compliqué. Commencer par se débarrasser de nos boulets avant d'ambitionner quelque chose sur les autres joueurs. Maintenant, une fois que tu as dit ça, tu peux citer Ramos et Messi. Là, c'est quand même des joueurs qui t'offrent un petit peu d'air, parce que si tu les prolonges pas les deux, tu as quand même plus de 50 millions de salaires que tu t'économises sur la masse salariale, que tu peux remettre donc sur des joueurs de classe mondiale, et aussi en amortissement de transfert. Parce qu'on rappelle qu'un transfert à 50 millions, sur un contrat de 5 ans, ça passe 10 millions par an sur les comptes du club, en fait, parce que c'est amorti. Bon, ça, je l'ai expliqué plein de fois. Donc, ça te laisse de la marge de manœuvre un tout petit peu. Et aussi, on a une bonne nouvelle, c'est le CVC. Rappelez-vous, la Ligue, quand il y a eu le Covid, les clubs étaient dans la merde, il y en a qui étaient à 2 doigts de mettre la clé sous la porte, donc ils ont vendu une partie de leur société commerciale à un fonds luxembourgeois, le CVC. Je crois que c'est de l'ordre de 15 ou 17% de la société commerciale, donc de la Ligue de football professionnelle française, pour 1,5 milliard d'euros. Et tout ça, ça a été redispatché parmi les clubs français. Évidemment, le PSG étant la locomotive, on a demandé un petit peu un gros chèque. Mais rappelez-vous, à ce moment-là, je crois qu'on demandait 400 millions et au final, on a eu 200. Échelonné sur 3 ans. Hein. Échelonné sur 3 ans. Donc l'année dernière, on a eu 16 millions sur les 200. Cette année, on va avoir quand même 50 millions. Plutôt pas mal. Voilà. Ça va combler notre non-qualification en quart de finale de Ligue des Champions, parce que niveau droit TV, encore une fois, on va avoir, l'UEFA va nous verser ceux des équipes qui sortent en 8e. Et pas les finalistes ou les demi-finalistes comme en 2020-2021. Et surtout en 2024, c'est là que j'introduis mon espoir, on va avoir 133 millions du CVC sur les 200 qui vont tomber en 2024. En plus de nombreuses fins de contrat. Wijnaldum c'est 2024, Rico c'est 2024, Diallo, Draxler, Kurzawa, Icardi, Navas c'est 2024. Voilà. Bon, Bernat c'est 2025 le contrat à 8 millions, mais quand même, tu as quand même beaucoup de joueurs qui vont partir en 2024 si tu décides de ne pas les prolonger, comme Leonardo l'a fait de manière assez incompréhensible. En 2021, avec les Draxler ou les Kurzawa, même Dagba, il avait un contrat jusqu'en 2024, Dagba. Tu l'as prolongé jusqu'en 2025. Bon bref, avant de le prêter à Strasbourg. C'est pas très compréhensible tout ça. Donc moi, mon espoir se focalise sur 2024. Parce que de l'autre côté, tu as le fair play financier. Là, cette année, ça va être quand même très compliqué parce que on a pris du sursis en septembre, mais on est quand même encore surveillé par l'instance européenne. Donc le fair play financier, c'est quoi ? Éviter que les clubs dépensent plus que ce qu'ils ne gagnent, voilà, pour que leur compte soit sain, qu'on ne se retrouve pas avec des clubs qui dérèglent le marché des transferts ou qui mettent la clé sous la porte parce que derrière, ils ont dépensé n'importe comment. Donc, on a pris des sanctions à plusieurs reprises. Hein. D'ailleurs, quand j'ai préparé la vidéo, je suis retombé sur une sanction qu'on a prise en 2014. Rappelez-vous le mercato où on signe que David Luiz à 50 millions. Parce que on prend une grosse sanction pour avoir fait un contrat avec l'agence de tourisme qatari à 200 millions. Contrat qui était évidemment surgonflé. Donc l'UEFA intervient, nous dit non, 200 millions, ça c'est juste pour assainir vos comptes. C'est pas du sponsoring. Donc il nous demande de le rabaisser à 100 millions, le contrat. Et il nous demandait à cette époque de mettre notre masse salariale pas au-delà, tenez-vous bien, de 230 millions d'euros. Énorme. On était en 2014. Hein. C'était il y a 8 ans, 8-9 ans. Aujourd'hui, la masse salariale est de 700 millions. On a pris 500 millions. C'est absolument extraordinaire. Bon, bref. Ça témoigne du dérèglement des marchés des transferts, peut-être aussi du bon travail du club aussi, hein, parce que à côté des 700 millions de masse salariale, on a des contrats sponsors, Jordan et tout ça qui sont rentrés depuis, évidemment. Bon, pour cette année, vous le savez, le fair play financier se calcule sur les 3 dernières années glissantes. Les années comptables
pour eux, c'est du 1er juillet au 30 juin. Donc là, pour tout ce qu'on va faire à partir du 1er juillet 2023, on va avoir donc la saison 2020-2021, où on avait eu 225 millions de pertes, la saison 2021-2022, donc la saison dernière, où là, alors, selon les sources, ça va de 300 millions à 370 millions de pertes. C'est colossal. Donc moi, je vous dis, allez, 330 millions, parce que je crois qu'on a fait passer une grosse partie de la rémunération de Mbappé sur l'exercice 2021-2022. Et si je dis pas de bêtises, sur ce même exercice, c'était la dernière année des amortissements des 2 transferts de 2017, Neymar-Mbappé. Puisque je le disais, transfert 222 millions amortis sur 5 ans, tu as donc 20% de 222 millions qui sont dans l'exercice 2021-2022. Et là, pour 2022-2023, donc, on n'a plus d'amortissement de Neymar-Mbappé. Et on aura quand même 100-150 millions de pertes prévues. Je pense que ça va plus aller vers les 150 millions du fait de notre non-qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. Et puis, si on gère bien notre mercato. Donc voilà, ça va être très compliqué au vu des 3 derniers exercices. Mais, en 2024, il faudra donc supprimer l'exercice 2020-2021 des calculs pour le fair play financier, puisque c'est les 3 dernières années glissantes. Donc on enlève 225 millions de pertes pour faire place à 2022-2023, enfin non, 2023-2024, où normalement on n'aura pas 225 millions. On devrait être autour des 100 millions, voire moins si on gère bien. Donc déjà un petit assainissement. Et surtout, tout ce qu'on fera à partir du 1er juillet 2024 comptera pour le calcul qu'on fera en 2025. Donc c'est-à-dire que tous les transferts qu'on fera sur le mercato 2024, les joueurs qu'on signera, ce sera calculé pour le fair play financier en 2025, donc sur les saisons 2024-2025, 2023-2024 et 2022-2023, où là, du coup, tu jarteras la saison 2021-2022 avec les plus de 300 millions de pertes. En gros, j'ai confiance en 2024, pas cette année. Voilà, c'était un petit peu le point comptable. Heureusement, point positif, dans les calculs du fair play financier, tu as les indemnités de transfert et la masse salariale. Joueurs, staff, employés et tout ça. Mais pas la section féminine et surtout pas les centres d'entraînement et les stades. Là, à Poissy, on a vu qu'on a mis 300 millions, je crois, dans le centre d'entraînement qui va ouvrir la saison prochaine. Et pour le dossier du stade, on peut faire une offre pour le Stade de France, pour faire l'hippodrome Saint-Cloud, bref, ce qu'on veut, parce que ça ne nous embêtera pas au niveau du fair play financier. Donc ça, c'est pas trop mal. Voilà pourquoi j'ai confiance en 2024. J'espère que j'ai été assez clair, que vous m'avez compris. En gros, à partir du 1er juillet 2024, si on gère bien notre mercato cette année, on pourrait faire de grosses folies sans avoir à investir vraiment. Là, cette année, on est encore bridé par les années Covid et les grosses pertes. À moins qu'on fasse l'actionnaire minoritaire d'ici là. En gros, vendre 15% de notre capital avec un mec du coup qui injecterait 300-400 millions dans le club. Là, ça permettrait d'en mettre une partie sur le marché des transferts. Voilà un petit peu l'état des lieux pour le mercato. 18 minutes de vidéo. On reviendra demain après-demain sur les pistes des joueurs et que faire. Bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. C'était pas vraiment du foot, pas vraiment du mercato, plus de la comptabilité avec donc ce fair play financier qui est calculé sur les 3 dernières années coulissantes. Et ça s'arrête donc au 30 juin. Voilà, pour l'exercice 2022-2023, ça s'arrêtera donc au 30 juin 2023. C'est comme ça qu'il se calcule. C'est pour ça qu'en 2019, on vend Moussa Diaby à la va-vite, au Bayer Leverkusen 15 millions, avant le 30 juin 2019, parce que sur l'exercice 2018-2019, on devait faire, je crois, 60 millions, rien qu'avec les ventes de joueurs. Voilà un petit peu l'état des lieux de cette instance un petit peu compliquée, régulatrice du football européen. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao les amis.